lundis, tu regardes. Tous les lundis, je clique, j'actualise ce truc et je regarde. Aujourd'hui, je suis classé 115e mondial, je pense, cette semaine. Donc, j'ai fait une bonne saison parce que j'étais en début d'année 140. Et je voyage dans le monde entier à peu près de février à décembre. En janvier, on a notre pré-saison. Voilà, là je suis en période de vacances, parce qu'on est, on est en décembre, période de repos, 15 jours, 3 semaines tranquille. Et je vais reprendre ma pré-saison début janvier pour préparer 2025. Et je crois qu'on a des déplacements de suite sur Riyad, Doha et après au Mexique dès février, donc il va falloir être prêt rapidement. Bonjour, aujourd'hui on accueille Bastien Blanquet, multiple champion de France de padel. Merci d'être là. Merci bonjour, merci à vous. Avec plaisir de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, d'où tu viens, qui es-tu? Je suis joueur de padel professionnel, je suis toulousain d'origine, j'habite à Toulouse, j'ai vécu quelques années à Madrid. Je suis plusieurs fois champion de France, 6 fois, je suis en équipe de France depuis 2012. Depuis un an, je suis capitaine de l'équipe de France, je suis aujourd'hui 116e mondial. Et je participe au circuit mondial, au circuit français, avec ce championnat de France qui est important pour moi chaque année. Et puis voilà, je suis toulousain, j'ai grandi sur Blagnac, un petit Blagnacais qui a fait son parcours au niveau régional, national et puis maintenant international. Et puis voilà, je m'éclate dans mon sport et dans ma passion. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le padel? C'est du squash, c'est du tennis, qu'est-ce que c'est? Un sport qui a été créé au Mexique dans les années 60. Okay. Comme on le voit avec une raquette, avec des trous pour la légèreté, pour la pénétration dans l'air aussi. C'est un sport qui se joue 2 contre 2 sur un terrain un petit peu comme un mini-tennis avec des vitres derrière, des grilles sur le côté. Okay. Comme si on rentrait dans une cage en fait un petit peu. Et on peut se servir des parois pour envoyer la balle dans le camp adverse. C'est un mélange, on va dire, de tennis, de squash. Il y a aussi beaucoup de lobes, donc un petit peu comme au badminton, aller chercher des balles assez hautes. Okay. Et c'est un sport ultra moderne en ce moment qui est en train de se développer, qui est en plein boom dans le monde entier, qui est ultra ludique, très fun, cardio aussi. Facile d'accès, cardio quand on commence à jouer à un bon niveau, mais qui est vraiment facile d'accès, qui va toucher toutes les personnes, les enfants, les femmes, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les hommes, les femmes, vraiment tout le monde, et tout le monde s'amuse en fait. C'est la différence avec d'autres sports, comme par exemple le tennis, où il faut avoir des aptitudes un petit peu physiques au début, ou juste le service qui est compliqué. Le paddle, on va s'éclater, on va jouer entre potes, on va renvoyer la balle. Il ne faut pas 4 heures pour aller ramasser les balles parce qu'il y a les vides qui renvoient les balles. Et puis on passe vraiment un bon moment et c'est ce qui fonctionne bien dans ce sport. Ok, comment tu t'es retrouvé justement dans ce sport? Parce que c'est vrai que c'est en plein développement, mais c'est pas quand on commence un sport, beaucoup commencent foot, basket, rugby. Comment tu as atterri dedans? Moi je suis de Blagnac à la base, une petite ville à côté de Toulouse, et il y avait des terrains en fait au complexe de Pinot depuis les années 90-2000. Mon papa il travaillait là-bas, donc je connaissais le sport. Et ce complexe-là a été détruit pour les usines Airbus à l'époque de la 380. Et donc en fait, il y a un complexe qui s'appelle aujourd'hui le complexe de Naudin à Blagnac, à côté du complexe d'Andromède. Et il y avait du ping-pong, du paddle, du trinquet, pelote basque, etc. Et en fait, en jouant en famille il y a maintenant 15-16 ans, j'ai pris goût, je me suis inscrit à l'association et quelques années après, j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc c'est vraiment par là que c'est parti, de Blagnac, en jouant en famille. Ok, c'était vraiment un coup de chance parce que si tu étais né plus loin, ailleurs… Ah ouais, complètement. Il y avait à cette époque-là 99% de la population française, je pense, ne connaissait pas le paddle. Ouais, il y avait 1% peut-être, c'était quand même un petit peu développé sur Aix, en Provence, Nice, tout ça, sur la côte et sur Toulouse. L'ancienne fédération française de paddle était basée à Toulouse. Okay. Donc il y avait quelques terrains à Toulouse, dont Blagnac, et j'ai eu ce coup de chance de le connaître et d'en profiter à cette époque-là et de commencer quand même assez jeune. Parce que j'ai un profil qui ne vient pas du tennis comme certains joueurs aujourd'hui. Donc je suis un pur sang paddle et puis voilà, c'est cool. Ok, une saison, comment ça s'organise? Est-ce qu'il y a des choses un peu différentes des autres sports? Nous, c'est une saison un petit peu comme au tennis. On va jouer le tennis reprenne un petit peu plus tôt, ce qui reprenne là début janvier à l'Open Australie, mais nous on va reprendre en février jusqu'à décembre. Avant, il y avait un système un petit peu différent, mais maintenant c'est vraiment calqué un peu comme le tennis avec des grands chelems. Okay. Nous, ce qu'on appelle le circuit premier paddle, ça va être des majors, 4 majors comme 4 grands chelems au tennis. Après, comme au tennis, des Master 1000, des P1 et des P2. Et après un circuit de la Fédération internationale de paddle. Donc il y a une vingtaine, trentaine d'étapes à l'année qu'on joue et un ranking mondial qui est mis à jour tous les lundis. Tous les lundis, tu regardes. Tous les lundis, je clique, j'actualise ce truc et je regarde. Mais blague à part, je fais ce circuit-là. Aujourd'hui, je suis classé
115e mondial, je pense, cette semaine. Donc j'ai fait une bonne saison parce que j'étais en début d'année 140. Et je voyage dans le monde entier à peu près de février à décembre. En janvier, on a notre pré-saison. Voilà, là, je suis en période de vacances, parce qu'on est, on est en décembre, période de repos. Donc là, j'ai 15 jours, 3 semaines tranquilles. Ça va me faire du bien de recharger un peu les batteries et de lâcher un peu mentalement. Et je vais reprendre ma pré-saison début janvier pour préparer 2025 et d'attaquer. Je crois qu'on a des déplacements de suite sur Riyad, Doha et après au Mexique dès février, donc il va falloir être prêt rapidement. Ok. Est-ce que c'est les Mexicains les plus forts historiquement? Non, c'est les Argentins. Argentins. Argentins, Espagne. L'Argentine a été champion du monde là en novembre dernier au championnat du monde. Ils avaient gagné aussi encore il y a 2 ans. Vraiment le sport dans le top 100, on va dire il y a 50 Argentins, 45 Espagnols, 2 Portugais, 1 Français et un Brésilien quoi, pour un petit peu imager. Mais quand même, c'est très, très argentin et espagnol. D'accord, c'est vraiment leur sport eux là. C'est leur sport eux. Okay. Là, tu dis que ça se fait du 2 contre 2. Donc, est-ce que tu as un binôme justement à l'année? Comment ça s'organise ça? En fait, le circuit, tu peux changer de binôme toutes les semaines, à chaque tournoi si tu as envie. Moi, j'essaie dans ma carrière d'avoir des projets assez moyen ou long terme quand même. Donc, j'ai eu un partenaire en début d'année qui s'appelait Dylan Guichard, qui est de Rennes, qui s'entraîne à Madrid. Et on a fait 6 mois ensemble. Après, on a décidé de se séparer et là, maintenant, je rejoue avec Johan Bergeron qui était mon premier partenaire en 2017 quand j'ai commencé ma carrière. Et on a fait 6 mois pour finir l'année ensemble, 5-6 mois. On a eu de très bons résultats. Donc là, mon partenaire et pour l'année prochaine, ça sera Johan Bergeron pour le circuit international. Et pour le circuit français, j'ai gagné plusieurs titres de champion de France et avec Johan Bergeron en 2017, 2018, 2019. Et là, avec Thomas Legge. Depuis 3 ans maintenant, on est champion de France en titre. Donc moi, c'est mon 6e titre et on rejoue ensemble que pour le championnat de France l'année prochaine. Ok. Voilà. Alors, tu vises combien de titres? On va plus dire, est-ce que tu vas réussir à devenir champion de France? Maintenant, c'est combien de titres? Tu crois que tu arrives à 10, objectif de 10 fois ou pas? Ouais, je sais. Franchement, le plus possible. J'essaie le plus Tant possible. Que ça passe. Tant que je m'entraîne et que les résultats sont bons et tout, je vais essayer d'aller en chercher le plus possible. D'accord. Est-ce que tu as une target, on va dire, d'Argentine? Est-ce que tu voudrais battre des Argentins spécifiquement, est-ce que tu en as en tête ou arriver sur un top 100, top 50? Ouais, l'objectif là, je me rapproche du top 100. On a fait avec Johan des gros résultats contre des joueurs jusqu'à top 50, 40 sur la fin de saison. On a battu des joueurs top 70, 80. Donc on sait que le niveau top 70 jusqu'à 120 est à peu près dans le même, on est à peu près dans le même moule. Il y a un cap après un petit peu plus tard. Mais donc on sait qu'on joue ce niveau-là. J'ai des stars argentines que j'adore et espagnoles que j'aimerais jouer, que je connais, parce que j'ai eu la chance de m'entraîner avec eux quand j'étais sur Madrid. Donc j'espère les jouer dans le circuit prochainement sur des quarts de finale, demi-finale ou finale. Ça serait l'objectif, mais petit à petit, essayer de monter au ranking quand même. D'accord. Dans ce cadre-là, comment tu es entouré? Est-ce que tu as un préparateur, un coach, nutritionniste, préparateur mental? J'ai tout. J'ai mon kiné, pas que pour moi bien sûr quand même, mais j'ai mon centre sportif qui s'appelle Sport Pro Santé à Toulouse. Je suis sur la partie préparation physique et kiné. J'ai mon diététicien, j'ai ma préparatrice mentale, j'ai mon ostéo, j'ai mon entraîneur de paddle. J'ai vraiment un staff où j'ai essayé de me structurer en 2017 quand j'ai commencé ma carrière. Je suis parti à Madrid. Je me suis dit dans ma tête, si je fais ce projet-là et que je décide d'en faire mon métier, il faut que je me structure sur la partie sportive et je n'ai pas le choix de le faire. Et j'ai toujours été comme ça dans ma tête, à avoir les meilleurs dans chaque domaine. Et j'ai eu la chance d'être bien entouré par des amis proches qui m'ont tout de suite indiqué les bonnes personnes, que ce soit sur la prépa physique, le kiné, la récup, le diététicien, tout ça. Il y a des personnes qui ont changé dans mon staff, mais ça reste quand même un fil rouge, un fil conducteur depuis des années. Et franchement, j'ai 6, 7, 8 personnes qui m'entourent aujourd'hui sur la partie vraiment sportive et je suis très content et ça bosse bien et les résultats sont bons. Donc, ça, c'est cool. C'est assez intéressant parce que c'est un sport qui est connu que depuis très peu de temps du grand public. Et on voit des sports plus traditionnels qui n'ont pas tout ce staff, qui ne sont pas aussi professionnels. Donc ça se voit la détermination de professionnaliser. En fait, il y a de la détermination et surtout sur un sport individuel, il n'y a pas le choix que à un moment donné, il faut être pro, mais ça veut dire qu'il faut payer de ta poche ton staff, tu n'as pas le choix. Donc moi j'ai décidé tout de suite d'investir et pour durer dans le temps et pour avoir de bons résultats rapidement, investir sur mon staff et les meilleures personnes et quasiment les meilleurs dans chaque domaine comme les compléments alimentaires. Ouais, on peut faire le rapprochement sur les compléments alimentaires, mais essayer tout de suite d'avoir le meilleur staff et de me structurer. Donc pour moi c'était vraiment ultra logique de faire ça et je l'ai fait et ça marche bien. Donc il faut continuer. Mais sur un sport individuel, c'est vrai que ça coûte quand même assez cher et il n'y a pas le choix. Que sur un sport collectif comme une équipe de foot ou de rugby
ou sur des sports où des fédérations peuvent accompagner vraiment beaucoup plus les athlètes. Nous, on est soutenus par la fédération, mais plus financièrement ou par des étapes qui sont faites ou des invitations sur les tournois et tout. Mais sur la partie vraiment staff, non, pour le coup. Donc c'est à nous, en tant que sport individuel, de se débrouiller par soi-même et trouver des solutions. Ouais. Ça, notre fondateur l'a bien connu. En plus, exactement. T'as vraiment pas le choix. Avec l'évolution là, du padel, plus de médiatisation, est-ce que toi, tu as vu des changements, que ce soit justement des fédérations, des clubs qui s'ouvrent, des équipements, enfin, est-ce qu'il y a eu un changement dans ta vie, à partir du moment où il y a eu de la lumière dessus? Il y a un changement, moi je peux bien en parler parce que j'ai commencé il y a 15 ans, 15-16 ans maintenant. C'était une fédération qui s'appelait Fédération française de paddle, alors que maintenant c'est la Fédération française de tennis qui a repris. Donc c'est ni les mêmes moyens financiers ni humains. Ça a changé en 2016, je crois que la Fédération française de tennis a repris. Le post-Covid le Covid a été malheureusement ou heureusement, a été ultra bénéfique pour ce sport. On ne sait pas pourquoi, mais depuis le Covid, je pense qu'on pouvait y jouer pendant le Covid sur des semi-couverts ou des sports extérieurs. C'était des sports qui étaient autorisés pendant ce confinement qu'on a eu. Et après le Covid, le sport a très clairement émergé, s'est développé surtout en France et en Europe, où on a vu plein de complexes monter, on a vu de plus en plus de joueurs, de plus en plus d'équipementiers signer des contrats, un circuit qui a été racheté par les Qataris en 2022. Donc on a vu un essor en fait énorme depuis de ça. Et moi quand je vois si je me fais un rétro, il y a 15 ans, on était peut-être 500 joueurs en France, où il y avait très peu de terrain et une fédération qui n'avait pas de moyens. Aujourd'hui on a un circuit mondial avec des presses monnaie énormes, Canal+ qui a les droits, des contrats. Enfin, c'est juste devenu un sport aujourd'hui majeur dans le monde, quoi. Donc c'est génial. Ouais, moi j'ai eu l'impression que ça venait beaucoup d'un élan espagnol. On écoute toujours tout. Padel, Espagne. Est-ce qu'il y avait un lien? Et ensuite c'est la France. En Europe, est-ce que ça fait Espagne, France, Espagne? Au tout début, ça fait Mexique dans les années 60. Ça fait Argentine. Il y a eu la crise en Argentine, donc ça s'est pas très bien développé. Et je crois que c'est le roi d'Espagne qui a repris ça pour aller sur Malaga, Marbella. Et après l'Espagne, ça a un peu conquis, ça a quand même resté des années vraiment très espagnol, avec un circuit quasiment espagnol qui s'appelait à cette époque-là le Padel Pro Tour et l'Europe Padel Tour. Et après, c'est parti en France, en Italie, un petit peu partout. Et aujourd'hui, le circuit s'appelle Premier Padel et on voit l'essor dans le monde entier. Donc ça fait Amérique du Sud, on va dire Espagne et après Europe, quoi. Et maintenant un peu le monde entier, quoi. D'accord. Pas mal. Donc là, ça s'annonce sur l'âge d'or un peu du padel. Je pense qu'on est sur un là, on est sur un boom. À un moment donné, je pense que ça va quand même se calmer un petit peu. Il y aura peut-être d'autres sports. Mais là aujourd'hui, il y a beaucoup plus de clubs, il y a beaucoup plus de joueurs, de pratiquants. Et ça correspond bien à la société aussi actuelle. C'est un sport qui est facile d'accès, qui est ludique. Donc les gens peuvent jouer ensemble, vont boire un coup, tu payes ton heure et demie. Ça consomme quand même rapidement. Donc le système est plutôt, en fait le sport, le système est bien fait et ça a quand même une grosse qualité, c'est que c'est ultra addictif. C'est quand même un truc de drogué, c'est que tu joues une fois, tu as envie de jouer tout le temps. Et ça sur les amateurs, ça le fait énormément. C'est que moi j'ai des gens, moi je suis pro, je m'entraîne 2 heures par jour au paddle, il y a des gens qui jouent plus que moi, quoi. C'est parce qu'ils jouent 1h30 le matin et 1h30 l'après-midi, ils sont fadas de ce sport et c'est ultra addictif. Tant mieux, franchement, c'est parfait. Là, dans le cadre justement de ton staff, où tu t'es vraiment essayé de trouver les meilleurs possibles, est-ce que quand tu as un partenariat, que ce soit d'équipement ou avec des compléments alimentaires, est-ce que au-delà de la qualité, est-ce que tu as des obligations ou des choses particulières que tu recherches dans un partenariat? Moi, le partenariat, ouais, au-delà déjà que les produits soient bien, que ça soit raquettes, complémentaires comme aujourd'hui. Que les produits soient très bien. Il y a aussi les valeurs des entreprises qui me correspondent. Aujourd'hui, on fait une interview, on peut discuter de tout. J'ai visité les locaux, vraiment avoir quand même une certaine famille autour de moi. Je me suis, au-delà de mon aspect sportif, je me suis quand même bien structuré aussi sur l'aspect marketing. Aujourd'hui, je travaille avec Fit Group, avec Benoît Trey qui est mon agent et on a mis en place un business club à mon nom. On fait des VIP expériences pour des entreprises, un genre de team building. On a des partenaires majeurs. Et donc en fait tout ça, on essaie de l'avoir dans les mêmes valeurs que nous, de gentillesse, de fidélité, d'être cool et d'être juste aligné, d'être aligné, d'être tranquille et de trouver un partenariat qui est donnant-donnant et d'essayer de faire du mieux possible tous les deux pour que ça fonctionne. Et aujourd'hui, je suis content d'être là et de signer avec vous pour que j'espère que ça va durer longtemps. Et en tout cas, on a quand même les mêmes valeurs et ça va être génial. D'accord.
Tu m'as dit tout à l'heure que tu connaissais déjà NutriPure parce que tu consommais déjà des compléments NutriPure avant de signer, c'était ça? Exactement. Donc tu avais déjà testé les compléments alimentaires. Est-ce que c'était ton propre chef ou est-ce que justement ça vient de ton staff? C'est mon diète qui a mis en place, on a mis en place des protocoles depuis des années, qu'on essaie d'adapter aussi en fonction aujourd'hui des déplacements en avion que je peux avoir et de le circuit qui se développe énormément. Il y a quelques années, je jouais qu'en Espagne ou qu'en Europe, donc on était c'était quand même assez facile de se préparer à la saison. Aujourd'hui, on a des choses extérieures à prendre en considération, avec du décalage horaire, avec 10 heures d'avion, avec d'enchaîner 3 tournois en Argentine et une semaine après jouer à Milan où il fait 0 degré. Donc on a plein de choses à prendre en compte et c'est Didier Rubio, mon diététicien, qui connaissait la marque et en fait sans le savoir, quand on est rentré en contact, j'avais des produits NutriPure chez moi. Donc ouais, naturellement ça s'est fait et quand j'en ai parlé à Didier, on était ravis et donc c'est bien, c'est très bien. Bon, top. C'est vrai que tu viens de me dire qu'il y a des problématiques maintenant de déplacement. Donc je présume que tu as du jet lag aussi à gérer. Un petit peu, ouais. Donc comment tu gères justement du jet lag quand tu dois faire Argentine-Milan? Là, en une semaine, tu m'as dit là, on a fait Mexique-Milan, début décembre. On a joué le mardi. En plus, j'ai gagné, j'ai fait tableau. Donc on a joué le mardi soir à Acapulco. Donc c'est quand même pas en plus Mexico, prendre l'avion direct, c'est pas facile. Et on jouait le samedi matin à Milan. Donc le premier vol était le mercredi soir, on est arrivé le jeudi soir, on n'a pas dormi pendant 2 nuits et puis on a joué. Donc c'est comme ça, il faut s'adapter, mais aujourd'hui le circuit est comme ça. Donc ça c'est un cas à part, ça arrive peu souvent, mais ça arrive quand même bien 2-3 fois dans la saison. C'est des choses qui vont se régler puisque les étapes vont je pense un petit peu changer pour qu'il y ait quand même des tournées un petit peu qui soient faites et que les joueurs soient moins fatigués. Mais on voit que les joueurs sont quand même en fin de saison de plus en plus fatigués, donc c'est ultra important de bien récupérer et surtout d'aider le corps à s'adapter aux conditions climatiques, aux avions, à tout ça. Parce que le corps humain, je pense, n'est pas fait pour avoir tout ça. Mentalement, on peut le gérer, mais il faut qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des apports extérieurs pour nous aider. Ouais, totalement. Et si tu as un imprévu, par exemple, du genre ton binôme tombe malade, comment ça tu joues pas? Tu fais pas un remplaçant. J'espère juste que tu n'es pas parti en avion avant parce que sinon tu te tapes. Ce qui d'ailleurs, c'est arrivé au Mexique. Un joueur est venu et son partenaire s'est blessé à l'entraînement la veille. Donc lui est parti un jour avant, il a fait 15 heures d'avion pour rien, il est reparti le lendemain. Voilà. Donc ça fait partie du jeu. Là, c'est pas comme un sport collectif où il y a des remplaçants. C'est quand même tu joues à 2, mais au final, tu as une carrière individuelle. Tu vois, là par exemple, je signe avec vous NutriPure et c'est pas pour autant que mon partenaire Johan Bergeron va signer avec vous. Je joue avec Johan Bergeron en ce moment, c'est pas pour autant que dans 6 mois je joue avec lui. En fait, tu te retrouves sur les tournois, tu t'entraînes un peu avant bien entendu et tout, tu te retrouves sur les tournois, tu joues ensemble, mais chacun a ses sponsors, chacun a sa vie, chacun a son staff qui les entoure et tout. Et ça fait partie du jeu et le système est comme ça aujourd'hui et il faut s'adapter au système. Ouais, tu vas pas changer le système. Non, je pense peut-être que le système évoluera au fil des années avec des contrats avec des joueurs ou des équipementiers prendront peut-être des teams de pairs qui peuvent se faire, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est quand même une carrière un petit peu individuelle, quoi, malgré que tu joues à 2. En fait. Donc c'est ça la grosse particularité de ce sport. Tu regardes le foot, il joue en équipe et pourtant il y a des carrières individuelles aussi. Mais... Sauf que là, c'est plus réduit. Là, il ne faut pas se louper. Ouais, il ne faut pas se louper, c'est ça. Au foot, tu as quand même quand tu vas chercher un championnat ou tu as une coupe, c'est quand même en équipe. Après, tu peux gagner des trophées en individuel. Que là, pour le coup, à 2, tu peux gagner des trophées individuels, mais il faut quand même gagner en équipe pour aller chercher des tableaux ou des tournois, quoi. Tu vois. Est-ce que tu aurais un top 3 de conseils à donner pour des personnes qui débutent le padel? Pour moi, j'ai pourtant encore jamais joué. J'ai de meilleurs amis qui essayent de me tanner pour que j'aille faire des parties avec. Est-ce que tu as déjà un conseil à me donner pour ne pas trop être ridicule ou pour s'améliorer rapidement les 2 premiers mois, on va dire? Est-ce que tu as déjà fait du sport de tennis? Un sport de raquette? Jamais. Badminton quand j'étais au lycée. Ouais, ça peut compter. Mais déjà, pas d'inquiétude parce que c'est quand même un sport facile d'accès, assez ludique. De 2, tu vas t'éclater parce que c'est fun et que tu vas jouer avec ton pote et qu'après tu vas boire, peut-être pas trop d'alcool, mais tu vas boire un coup avec tes potes. Ça va être vraiment, tu vas passer un bon moment et ça va être, tu vas vite te débrouiller parce que tu vas réussir à renvoyer la balle, tu vas faire des échanges. Donc ça va être vraiment un amusement au départ et donc tu vas passer, ça va être cool, quoi. Ça va être cool. Donc de conseils à donner vraiment, il n'y a pas non plus trop, même si tu n'as jamais fait sport de raquette, tu vas prendre la raquette, elle est légère. Tu vas vite taper dans la balle, renvoyer la balle, t'éclater, passer un moment. Ceux qui commencent à jouer un petit peu, moi je conseille de ne pas trop taper comme des brutes au début, parce que tu as envie d'arriver sur le terrain et taper comme une brute. D'accord, ok. C'est ce côté un peu excitant parce que tu as des vides, donc tu veux taper pour finir le point.
au final, c'est plus un sport de stratège, un peu un jeu d'échecs. Je joue pas aux échecs, mais d'essayer d'aller poser son pion, de jouer la balle là-bas pour que la balle vienne là, donc avoir beaucoup plus de stratégie. Mais déjà, amuse-toi et après amener la stratégie. Après, on verra. Voilà. Pour la stratégie, je présume, en plus avec les murs. Tu peux travailler avec le mur du fond aussi? Alors, le mur du côté adverse, non, mais ton mur à toi, oui, tu peux renvoyer la balle avec ton mur. Et que ça repart ensuite. C'est que juste toi, tu vas envoyer la balle, tu vas taper la balle et l'adversaire peut laisser passer la balle à la vitre. Ça peut faire rebond vitre et là, l'adversaire va la jouer. Voilà. Ok. Ah ouais, c'est vraiment stratégique. Ouais, c'est un peu stratégique. Bon, ok. Guillaume, si tu m'écoutes, il faudra que j'essaye. J'ai su que tu t'es parti t'entraîner en Espagne. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a des raisons particulières? En fait, j'ai commencé moi, le sport en 2010, quelque chose comme ça. Ouais, 2009-2010. Et j'ai eu de bons résultats de suite au niveau national. Donc, je me suis qualifié au championnat du monde adulte alors que j'avais que 16 ans en 2012, un truc comme ça. Je me suis qualifié, j'avais 16 ans et je suis parti, j'avais 17 ans. Et en fait, pour en faire ta carrière pro en 2016-2017, il n'y avait pas du tout les structures en France, que ce soit les structures, les entraîneurs, j'avais pas de staff autour qui m'entourait, quoi. Donc, je devais partir en Espagne pour m'entraîner parce que là-bas, ils avaient toutes les structures pour. Et en fait, en 2016, j'ai mon ancien équipementier qui, sur un petit peu un coup de chance, une opportunité, me propose un contrat. J'étais le premier joueur à avoir un contrat avec un tout petit peu de financier et surtout un projet professionnel dans le paddle. Et donc, après mes études, je me suis dit, allez, je pars à Madrid. Et je suis parti avec Joan Bergeron. Je l'ai appelé, je suis parti avec Joan Bergeron. Et on est parti, moi j'ai vécu 5 ans là-bas, lui 3. Et moi j'ai vécu 5 ans à Madrid et c'était génial. Je me suis entraîné avec les meilleurs mondiaux, j'avais mon coach. C'était pas majeur que tu partais déjà? 2017 j'étais majeur. 2017, ça y est. Okay. 2017 j'étais majeur, je suis parti à 21 ans. Ouais. Donc c'était quand même jeune, je parlais pas la langue, je sortais de mes études. J'étais encore chez mes parents et je suis parti un peu à Madrid, pas du jour au lendemain, mais en 3 mois le projet s'est fait. Et donc j'ai vécu 5 ans là-bas et c'était génial. Et à côté de ça, j'ai revenu quand même en France. Tout à l'heure on parlait de mon staff, tu vois, je revenais quand même en France pour bosser avec mon staff aussi et m'entraîner de temps en temps et avoir quand même ce rapprochement un petit peu encore avec la France et Toulouse, quoi. Parce que moi, en tout cas personnellement, j'en avais besoin. Et il y a 2 ans et demi maintenant, j'ai décidé de rentrer à Toulouse. Les entraînements paddle se passaient un petit peu moins bien, j'arrivais plus à y trouver mon compte. Ouais. Mon coach de toujours que j'avais connu est parti vivre à l'étranger. Et maintenant, comme je disais tout à l'heure, j'ai mon staff à Toulouse qui m'entoure et ça se passe très bien. Voilà. Donc je m'entraîne à Toulouse et je voyage de Toulouse directement.